Bienvenue au module Nanomatériaux et nanotechnologie, un module dédié aux étudiants de Master 1 de l'option Ingénierie des matériaux et des surfaces au département de Sciences et matériaux à la faculté de Génie mécanique et Génie des procédés de l'université USTHB. On s'était intéressé durant les deux premiers cours sur des définitions des nanomatériaux et de la nanotechnologie. Nous allons nous intéresser dans le cours numéro 3 sur les classifications des nanomatériaux. Comment sont-ils classifiés? Une classification qui tient compte beaucoup plus de la géométrie du nanomatériau. Alors, comme c'est une classification qui est géométrique, nous allons la subdiviser en trois catégories. Une catégorie qui concerne les particules isolées de taille nanométrique ou couche mince. Alors, généralement, c'est le procédé CVD et PVD qui est utilisé. Cette catégorie de nanomatériaux est utilisée généralement pour améliorer le pouvoir catalytique généralement des électrodes, ainsi que dans le cas des matériaux semi-conducteurs pour des applications en électronique et même dans la conception des cellules photovoltaïques, ces cellules qui sont utilisées pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique. La couche de nanomatériaux déposée peut également s'étendre sur plusieurs nanomètres, ceci beaucoup plus pour des applications destinées à améliorer des propriétés de surface, des propriétés de dureté, de résistance à l'usure. Aux voies CVD et PVD s'ajoute également l'implémentation ionique pour finalement s'étendre à une structure volumétrique en 3 dimensions où la composition chimique et la structure atomique peuvent former des îlots indépendants dans la structure globale du matériau. Et généralement, c'est cet ajout en 3D qui va modifier les propriétés locales et globales du matériau. Alors, en classification géométrique des nanomatériaux, nous avons une classification en 3D, ici, petit a, où nous avons des nanocristallites qui sont disposés de façon aléatoire. Là, ce que vous avez ici à la figure A, ce sont des coupes planes des nanocristallites. Imaginez donc que ce sont des formes volumétriques en 3D qui sont sectionnées, d'accord? Et là, on observe justement le plan de section en 2D, d'accord? Du bloc, si vous voulez, du bloc de nanomatériaux, donc d'un élément en 3D du nanomatériau. En réduisant l'échelle d'un ordre de grandeur, nous avons des structures en 2D qui se présentent ici sous forme de plans séquents ou plans parallèles. Alors, tel qu'indiqué à la figure B, ces plans peuvent être orientés de façon directionnelle, de façon préférentielle, comme ils peuvent être orientés de façon aléatoire. Évidemment, vous comprenez que dans les deux cas, les propriétés seront différentes. La troisième structure est une structure en 1D, donc ce sont carrément des lignes. Encore une fois, ce sont des lignes orientées de façon aléatoire ou de façon préférentielle, et dans les deux cas, les propriétés ne seront pas identiques. La structure lamellaire ou en forme de film mince par rapport à la structure à la figure B se différencie du fait que à la figure B, les propriétés des nanomatériaux sont beaucoup plus mises en évidence que dans le cas de la structure C, étant donné que nous avons beaucoup plus de matériaux dans le cas du B que dans le cas du C. La troisième structure est une structure en 1D, donc ce sont carrément des lignes. Encore une fois, ce sont des lignes orientées de façon aléatoire ou de façon préférentielle, et dans les deux cas, les propriétés ne seront pas identiques. La structure lamellaire ou en forme de film mince par rapport à la structure
à la figure B se différencie du fait que à la figure B, les propriétés des nanomatériaux sont beaucoup plus mises en évidence que dans le cas de la structure C, étant donné que nous avons beaucoup plus de matériaux dans le cas du B que dans le cas du C. Finalement, la dernière structure à la figure D, la structure à 0D, 0D pour dire que nous avons tout simplement que des particules de nanomatériaux dispersées de façon aléatoire ou de façon régulière. Plus encore, nous pouvons avoir même plusieurs types de nanomatériaux, plusieurs compositions chimiques, si vous voulez, de nanomatériaux à l'échelle ponctuelle, à l'échelle 0D. Et vous remarquez que cette répartition va fournir des propriétés de surface différentes que dans le cas du A, du B et du C. Si vous voulez, en d'autres termes, l'exposition des nanoparticules aux sollicitations extérieures est différente à chaque figure. Parallèlement, la matrice sur laquelle sont déposées les nanoparticules en 3D, en 2D, en 1D et en 0D, cette matrice n'aura pas la même exposition et le matériau dans sa globalité n'observera pas la même réponse. Pour vous donner une idée de la relation entre la structure et la propriété, prenons juste l'exemple du carbone qui présente deux configurations allotropiques, donc deux réseaux cristallins si vous voulez. Nous avons le carbone diamant et nous avons le carbone graphite. Le graphite et le diamant présentent deux structures cristallines différentes. Nous aurons deux propriétés différentes du matériau. Parallèlement, si nous avons des nanomatériaux de forme ponctuelle ou volumétrique, donneront en surface des propriétés, ou si vous voulez, des réponses aux sollicitations externes différentes. Une remarque à faire sur les structures en 3D, ce sont des structures qui sont assemblées en blocs ou grains, ou cristallites, qui se diffèrent par leur structure cristalline, leur orientation et leur composition chimique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les propriétés mécaniques, chimiques, thermiques, magnétiques des matériaux en général et des nanomatériaux dans notre cas ici sont fortement dépendantes de ce qui se passe au joint de grains, puisque le joint de grains est cette sorte de frontière qu'il y a entre deux grains voisins. Si cette frontière est facilement franchissable, si vous voulez, donc nous aurons une propriété différente dans le cas où cette frontière présentera un certain obstacle et donc fournira une propriété différente que dans le cas où cette frontière sera franchissable facilement. Il est clair que si nous avons une orientation préférentielle des joints de grains, les propriétés seront différentes que dans le cas où l'orientation des joints de grains sera de façon aléatoire. Il est à noter que dans le cas des verres et des gels, cette observation faite sur les cristallites à l'échelle nanométrique n'est pas observée étant donné que dans le cas des verres et des gels, les matériaux sont homogènes et que cette notion de frontière ou de joint de grain n'est pas à mentionner, puisque nous avons affaire à une structure amorphe. Une des façons de classifier les nanomatériaux a été proposée par Gleiter, qui, selon lui, la classification se fait selon deux critères, le critère de la composition chimique et le critère de la forme géométrique du cristaux ou du cristallite. Cette classification reposera sur l'existence de trois classes de nanomatériaux. Ce sont des classes basées sur la géométrie du cristal ou du nanomatériau et de quatre types de nanomatériaux basés sur la chimie des nanomatériaux. Alors, comme première classe, nous avons les couches qui peuvent être identiques, c'est-à-dire des couches de nanomatériaux dont la chimie est identique, sauf que l'orientation de ces couches est différente.
Dans le cas des couches toujours, différents cristaux de nanomatériaux peuvent se superposer. Ces différents cristaux sont chimiquement différents et disposés sous forme de couches successives. Nous pouvons toujours dans le cas des couches avoir des cristaux de nanomatériaux dont le joint de grains est chimiquement différent. En d'autres termes, si vous voulez, ce seront donc des matrices de nanomatériaux qui seront renforcées non pas par d'autres cristaux chimiquement différents, mais par des joints de grains de nature chimique différente. Pour finir, dans le cas de la classe couche, pour finir avec des cristaux dispersés dans la matrice, des cristaux ayant des compositions chimiques différentes de celles de la matrice. Je vous rappelle que ce sont des dispositions en forme de couches. Ceci concernait une disposition géométrique sous forme de couches, donc une classe de couches, à laquelle nous ajouterons la classe des tubes. Alors dans ce cas, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons une configuration tubulaire de tous les cristaux ou nanocristaux concernés, une configuration tubulaire dans le cas où les différents cristaux ou nanocristaux mis en jeu ont des natures chimiques différentes. Si vous voulez, chaque nanocristal a un voisin chimiquement différent. Une configuration comme dans le cas des couches vues précédemment, où nous aurons toujours une géométrie tubulaire, sauf que au niveau du joint de grains, chaque nanocristal aura comme voisin un joint de grains de nature chimique différente, et non pas un cristal différent, mais plutôt un joint de grains de nature chimique différente. Pour finir, dans le cas de la configuration tubulaire, comme dans le cas précédemment cité des couches, finir avec une matrice contenant des cristallites de nature chimique différente et de géométrie tubulaire. La dernière classe des nanomatériaux, c'est la classe des cristaux équiaxes, dans laquelle les cristaux sont disposés de façon aléatoire, mais de chimie identique. Comparez juste cette classe par rapport à la classe précédente des tubes. Un tube, c'est une géométrie qui est favorablement orientée, tandis que dans le cas des cristaux équiaxes, l'orientation est aléatoire. Une autre configuration où les cristaux équiaxes ont des natures chimiques différentes, c'est-à-dire que chaque nanocristal a comme voisin un nanocristal de chimie différente. Une configuration identique à la précédente, sauf que dans ce cas-là, nous aurons non pas des cristallites différents chimiquement, mais des joints de grains ayant une composition chimique différente. Pour finir avec une matrice contenant des nanocristaux de nature chimique différente. Alors ce sont des nanocristaux de nature chimique différente qui se dispersent dans une matrice dont la composition chimique est une composition chimique différente de celle des cristaux. Alors quand on parlera de classification de nanomatériaux, on mentionnera la dimensionnalité et la composition chimique. La dimensionnalité fait référence à quoi? Elle fait référence à la géométrie de la nanoparticule, une géométrie qui tient compte de la forme et de la taille de cette nanoparticule, et également de la composition chimique de cette nanoparticule. Alors nous avons des nanostructures où est mentionnée la dimensionnalité, et le nanomatériau qui tient compte et de la dimensionnalité et de la composition chimique. Maintenant, pour construire en 3D le nanomatériau, il suffira juste de superposer les différents éléments qui constituent ce nanomatériau, que ce soit des éléments à l'échelle 0D, donc ponctuelle, à l'échelle 1D, c'est-à-dire linéaire, ou bien à l'échelle 2D, c'est-à-dire à l'échelle de la surface. Alors, la classification des nanomatériaux va obéir à une configuration de type KDLMN. Alors, qu'est-ce que c'est que cette configuration? Cette configuration tient compte de l'ordre de grandeur du nanomatériau, c'est-à-dire est-ce que c'est un nanomatériau à 0 dimension, à dimension 1, à dimension 2 ou à dimension 3. D'accord? Alors,
comment on décrit cette configuration KDLMN? Alors le K est un entier naturel compris entre 0 et 3, 0 pour le ponctuel, 1 pour le linéaire, 2 pour la surface et 3 pour la dimension 3D ou volumique du nanomatériau. Le grand D signifiera la dimension, quand on dira 0D, donc c'est la dimension ponctuelle, 1D, ce sera linéaire, 2D surfacique et 3D volumique. Et finalement, les indices LMN signifieront le nombre d'éléments chimiques composant le nanomatériau. Alors, quand il n'y aura qu'un seul matériau, il n'y aura qu'un seul élément chimique. Nous aurons donc une configuration de type KDL. Si nous aurons deux éléments chimiques, nous aurons KDLM, et ainsi de suite. Bien, prenons l'exemple maintenant de la nanostructure 0D-LMN. Alors 0D, ça veut dire que ça sera ponctuel. Alors comme nous voyons sur la figure 0D0, ceci veut dire que la nanostructure est une configuration ponctuelle 0D, et juste à droite du 0, le paramètre L sera égal à 0, c'est-à-dire que nous avons un seul élément chimique qui composera la nanostructure ponctuelle. 0D0 veut dire que c'est une nanostructure ponctuelle composée d'un seul élément chimique. Dans le cas d'une configuration 0D00, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une configuration ponctuelle du nanomatériau, composée maintenant de deux éléments chimiques qui sont également à l'état ponctuel, c'est-à-dire 0D pour le ponctuel, le 0 à la droite du D veut dire que le premier élément chimique est un élément chimique à une configuration ponctuelle, et le second élément chimique composant le nanomatériau est un élément à l'état ponctuel. Ce qui explique sur l'illustration le petit cercle blanc pour le premier matériau, soit 0D0, et le point noir pour le second matériau dans le cas de la configuration 0D00. À une dimension supérieure, au niveau 1D, toujours avec la configuration KDLMN, la nanostructure se présente de façon linéaire, c'est-à-dire une configuration un peu plus complexe montrera que le nanomatériau est composé de deux matériaux de configuration ponctuelle toujours alignés, c'est-à-dire 1D pour le linéaire, et puis 0, 0, c'est-à-dire que composé du premier matériau de configuration ponctuelle et du second matériau de configuration ponctuelle tel que illustré à la figure. Alors la figure, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des matériaux en noir, en blanc, disposés de façon linéaire, mais ces nanomatériaux sont de configuration ponctuelle. Passons à un niveau un peu plus supérieur, prenons la configuration 1D1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons une structure linéaire composée d'un seul matériau, lui-même de configuration linéaire. Ce seront donc des lignes parallèles composées du même matériau. Toujours dans les configurations complexes à l'échelle linéaire, la configuration 1D11 veut dire que nous sommes toujours dans le cas linéaire, sauf que nous avons un nanomatériau composé de deux éléments chimiques, 1, 1, le premier étant linéaire, le second étant linéaire, mais de composition chimique différente, d'où, dans l'illustration, la disposition linéaire parallèle du premier matériau en gris et du second matériau en noir. Le schéma d'une structure 1D11 peut également avoir une autre configuration géométrique. Dans ce cas ici, tel qu'illustré dans l'ellipse rouge, nous avons une disposition en dents de scie, si vous voulez. La configuration étant la même, nous avons une ligne horizontale sur laquelle nous avons des petites lignes perpendiculaires, une configuration donc linéaire superposée par une autre configuration linéaire, donc 1D11, le premier matériau étant linéaire, le second matériau étant également linéaire.
Cette dernière illustration dans le cas de la nanostructure de type 1D LMN, ici, va nous expliquer de manière plus simple la configuration du 1D. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une structure 1D composée de deux matériaux, le premier étant linéaire, le second étant ponctuel. C'est-à-dire que notre nanomatériau est constitué de deux éléments chimiques, le premier étant linéaire, 1, le second étant ponctuel, 0. Sur la figure, vous voyez qu'il y a trois façons différentes de montrer cette configuration 1D, 1, 0. Les trois illustrations traduisent la nomenclature 1D, 1, 0, c'est-à-dire que nous aurions pu mettre 1D, 1, 0 et demander l'illustration ou la construction de la géométrie du 1D, 1, 0. Les trois illustrations que vous voyez ici autour du cercle bleu sont toutes les trois identiques à 1D, 1, 0. À un ordre de grandeur supérieur, à l'échelle 2D, donc de la surface, la même philosophie ou la même explication sera répétée, toujours dans le cas ponctuel pour le premier matériau ou le second matériau, ou dans le cas linéaire du premier ou du second matériau. Prenons l'exemple ici de la structure 2D0. Ce sera une structure surfacique, donc en 2D, dotée de matériaux d'un seul élément chimique, 0 ici, un seul élément chimique, et qui sera de configuration ponctuelle. La structure du nanomatériau peut se présenter dans le cas du 2D, non pas de façon ponctuelle, mais de façon linéaire. Alors il suffira juste de remplacer le 0 par le 1, c'est-à-dire que nous passerons de 2D0 à 2D1, 1 pour montrer que l'élément composant le nanomatériau, c'est un élément qui se présente sous forme linéaire, donc sous forme de tige ou de ligne, orienté de façon aléatoire ou orienté de façon préférentielle. Allez, prenons maintenant la configuration 2D2. Comment peut-on l'expliquer? Ce sera donc une configuration surfacique dotée d'un seul élément chimique, puisque nous avons un seul chiffre à la droite du D. 2D2, configuration surfacique composée d'un seul élément chimique lui-même configuré de façon surfacique. Donc ce seront juste des surfaces collées l'une à côté de l'autre, composées d'un seul élément chimique. La configuration 2D00, une configuration surfacique dans laquelle les deux éléments, puisque nous avons 0 et 0, deux éléments chimiques composant le nanomatériau sont de configuration ponctuelle. Le premier 0 pour la surface ponctuelle blanche et le second 0 pour la surface ponctuelle noire. Nous pouvons ainsi décrire toutes les configurations possibles en 2D. Il suffira juste de remplacer les paramètres à droite de la lettre D par leur équivalent en éléments chimiques, c'est-à-dire que si nous avons 2D, 2, 0 par exemple, en bas à gauche, c'est-à-dire que nous avons une configuration surfacique dans laquelle le premier matériau a un élément chimique qui s'étale sur une surface, 2, et le second élément chimique a une configuration qui s'étale de façon ponctuelle, 0. Si vous voyez tout à fait en bas à droite, la configuration 2D 210 veut dire que nous avons un nanomatériau composé à l'état surfacique de trois éléments chimiques, le premier étant une surface, le second, 1, étant linéaire, et finalement le dernier étant ponctuel. Nous finirons avec la configuration en 3D qui s'explique de manière identique à la précédente, sauf que dans ce cas, nous avons une configuration volumique. Une configuration 3D0 montre que nous avons un cube où seul le premier et le dernier élément chimique, puisque c'est 3D0, il y a seulement un chiffre après le D, cet élément est le seul à remplir l'ensemble du cube. Les configurations 3D1 et 3D2 s'expliquent de la même manière, sauf que l'élément qui constitue
le cube, puisque c'est du 3D, le cube, l'élément qui constitue le cube, dans le cas du 3D1, est un ensemble de lignes, tandis que dans le cas du 3D2, ce sera un ensemble de surfaces. Dans le cas du 3D1, ce sera un ensemble de lignes de composition chimique identiques, et dans le cas du 3D2, ce sera un ensemble de surfaces de composition chimique identiques. Poussons encore un peu plus loin la définition de la classification de Glitter, ou de façon un peu plus complexe, dans le cas du 3D de 0, tel que illustré ici à la figure, encadré en rouge, nous avons une structure donc en 3D, volumique, et dotée de deux éléments chimiques, le premier étant 2, c'est-à-dire surfacique, auquel nous ajouterons une configuration ponctuelle 0. Dans le cas ici, ce seront des points noirs. Pour finir avec une configuration de type 3D 3, 2, 1, donc une configuration en volume contenant trois éléments chimiques, le premier étant volumique, le second surfacique et le troisième linéaire. Ce sera donc un cube contenant le premier élément qui va remplir l'ensemble du cube, le second élément, ici symbolisé par le chiffre 2, qui sera en fait des surfaces parallèles, juxtaposées les unes sur les autres, et le dernier élément, ici, le 1, qui sera en fait les lignes perpendiculaires aux surfaces juxtaposées parallèles. Bien, cette nomenclature, cette façon de classifier les nanomatériaux à travers leur structure et leur chimie va nous aider justement à prédire le comportement ou la réponse de ces nanomatériaux selon la sollicitation externe qui est appliquée. Je vous rappelle que la propriété, c'est une réponse du matériau à la sollicitation externe qui lui est appliquée. Sollicitation chimique, mécanique, magnétique, optique, etc. Alors, selon que la structure soit surfacique, volumique, linéaire ou ponctuelle, le comportement ou la réponse ou les propriétés de ce matériau ne seront pas les mêmes. Ces propriétés dépendent fortement de la forme des interfaces, de la taille des cristallites, ainsi que de l'épaisseur des joints de grains. Cette épaisseur qui est en fait la limite ou la frontière entre un grain et son voisin. C'est un peu comme dans le cas de la déformation plastique. Lorsque vous avez déformation plastique, il y a en fait déplacement des atomes à travers le grain et à travers le joint de grain. Si le joint de grain a une résistance à la propagation de la déformation, le matériau sera résistant. Dans le cas contraire, le matériau sera mou. Ceci est la même réflexion appliquée dans le cas des nanomatériaux, et c'est généralement cette configuration KDLMN qui va nous guider vers les propriétés du nanomatériau, puisque cette configuration nous donnera une idée sur la forme géométrique globale du nanomatériau, ainsi que de sa configuration locale, c'est-à-dire combien d'éléments contient-il et quelle est la configuration locale de chaque élément du nanomatériau. En général, les matériaux se distinguent dans leurs propriétés selon l'échelle d'étude. Les nanomatériaux ont des comportements ou des propriétés différents de leur équivalent à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'à changement d'échelle, lorsqu'on passe du macro au micro ou du micro au macro, les réponses ou les propriétés ne sont pas les mêmes. Alors, comparativement aux microstructures, les nanomatériaux contiennent une fraction élevée de joints de grains. Je vous rappelle que ce sont ces joints de grains, cette frontière entre les grains, qui va déterminer de façon locale les propriétés du matériau. Alors, plus le matériau a une structure très fine et plus il sera riche ou dense en joints de grains. Nous avons jusqu'à 27% des atomes d'un nanograin qui résident dans le joint de grain. Ou si vous voulez, près du tiers du potentiel atomique d'un nanomatériau réside dans le joint de grain. Ce qui nous permettra d'affirmer que les propriétés des nanomatériaux de structure ultra fine seront contrôlées par les joints de grain plutôt que par les cristallites.
C'est-à-dire que ce seront les joints de grains qui vont contrôler, qui vont limiter, qui vont modifier les propriétés des nanomatériaux. Les défauts ponctuels communs aux matériaux sont absents des nanomatériaux. Les propriétés dues à l'existence des défauts ponctuels ne sont pas vérifiées dans le cas des nanomatériaux, tels que les propriétés thermomécaniques, les concentrations de contraintes, d'où la création de nouveaux matériaux. Dans les nanomatériaux, la configuration de Glether, où il était question du fameux cas DLMN, les cas où nous avions le 0 à la droite du D, qui montrait que nous avons un élément chimique présent de façon ponctuelle. L'insertion de cet élément chimique de façon ponctuelle était une insertion qui était volontaire. Donc ce n'est pas un défaut ponctuel tel que dans le cas des matériaux macroscopiques. Ici, dans le cas des nanomatériaux, ce défaut-là n'existe pas. Cet élément, dans la configuration de Glether noté 0, est un élément qui est ajouté de façon volontaire. Notons que le changement d'échelle provoque des changements de propriété. Dans le cas de la configuration KDLMN, si un des éléments du nanomatériau, l'élément à la droite du grand D dans la configuration de Glether, l'élément L, M ou N, si l'un de ces trois éléments a une configuration ponctuelle, la propriété du nanomatériau global sera différente si ce même élément a une configuration différente de la configuration ponctuelle. Je ne peux pas avoir une propriété identique dans le cas d'une configuration du genre 2D00 et 2D11, un peu comme si, dans le cas des matériaux à l'échelle macroscopique, je me retrouve avec des précipités en 2D et des précipités en 3D. Ceci met fin au cours numéro 3 du module nanomatériaux et nanotechnologie. J'espère que l'approche de ce cours vous a plu et intéressé. Vous pouvez revoir ce cours autant de fois que vous voulez et me laisser des commentaires en bas de l'écran.